Salut! Cette vidéo est la première d'une série consacrée à la démodulation FM. Comme le sujet est vaste, je l'ai découpé en plusieurs volets, probablement 4 vidéos d'environ 30 minutes chacune. Aujourd'hui, nous allons voir les limites de la modulation amplitude dans le domaine temporel et dans le domaine spectral et comprendre pourquoi la modulation de fréquence a été introduite pour pallier aux défauts de la modulation d'amplitude. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans le détail de la modulation FM, sujet passionnant, malheureusement souvent contre-intuitif, et enfin nous aborderons la démodulation FM. On est parti! Vous voyez à l'écran au-dessus de moi le plan de cette série de vidéos. Eu égard à la longueur du sujet et de cette vidéo en particulier, nous traiterons dans cette vidéo 2 chapitres, à savoir généralité sur la modulation et d'autre part la modulation d'amplitude attendue qu'elle a précédé la modulation de fréquence qui se voulait une amélioration des limitations intrinsèques de la M. Évoquons maintenant le sujet de la modulation en général. Qu'est-ce que c'est que la modulation? Alors la modulation, on part d'une fréquence porteuse. Et sur cette fréquence porteuse, on vient y mettre un modulant. Alors ce modulant, il peut être analogique, ce qui va être le sujet de cette vidéo, mais il peut aussi être numérique. Ça consiste à affecter cette porteuse, les paramètres de cette porteuse, par le modulant. Alors on peut affecter soit l'amplitude, soit la phase, soit la fréquence, à tout le moins en analogique. Dans les modulations numériques, on peut affecter par exemple l'amplitude et la phase simultanément. On va rentrer pour cela dans un circuit modulateur. Alors ce circuit modulateur, il va comme vous le voyez ici, il va transformer ou affecter le signal CT, ce que j'ai mis en anglais, c'est-à-dire carrière en anglais, c'est-à-dire la porteuse, par le modulant pour nous donner un nouveau signal que par convention j'ai appelé ST. On va faire à l'intérieur une opération mathématique. Ensuite, cette porteuse va être modulée. Et elle va enfin rentrer dans un démodulateur dont le rôle va être de restituer le signal modulant. Ce que vous voyez ici, c'est une modulation d'amplitude en l'occurrence. Et ce qu'on attend d'un démodulateur, c'est de restituer le modulant en entrée, que j'ai figuré ici, sous la forme d'un signal sinusoïdal, et pour qu'il soit restitué en sortie avec le minimum de distorsion. De ce point de vue, on verra qu'en FM, il y a des circuits qui sont plus ou moins propices à apporter de la distorsion dans la démodulation ou même dans la discrimination FM comme on le voit. Et vous voyez ici, au cas d'une modulation d'amplitude, 2 représentations. Une représentation dans le domaine temporel, ce que vous voyez à l'oscilloscope, et une représentation dans le domaine spectral, ce que vous voyez également ici. Il faut retenir une chose, puisqu'ici on parle d'analogique. Un circuit analogique, c'est toujours une équation qui s'exécute en temps réel. Typiquement, un circuit intégrateur, il va réaliser l'intégrale du signal qui est à l'entrée. Un différenciateur, il fera la dérivée d'un signal. C'est quelque chose de très rapide qui se déroule en temps réel. Et si on voulait faire, par exemple, la même chose avec du numérique, ce qui est parfaitement possible, je ne suis pas en train de démolir le filtrage numérique, j'aurais du mal, c'est une partie de mon métier. Il faut savoir qu'on va devoir échantillonner, calculer, et de toute façon, quelque chose qui se déroule en numérique prend toujours plus de temps qu'un circuit analogique équivalent. Je vous ai réuni ici quelques modulations à la fois analogiques et numériques. Alors, concernant les modulations analogiques, dont on s'occupe précisément sur ce canal à ce jour, peut-être qu'un jour on abordera les modulations numériques, il y a essentiellement 2 types de modulations auxquelles on est confronté quand on fait de l'audio et de la radio. Alors, ces modulations analogiques, elles sont soit d'amplitude, comme vous le voyez ici, soit ce que l'on appelle des modulations angulaires, c'est-à-dire qu'une modulation d'amplitude, comme son nom l'indique, affecte et modifie l'amplitude, et les modulations angulaires peuvent modifier la phase ou la fréquence. Alors dans les modulations amplitude, on y retrouve bien sûr la modulation amplitude, la SSB, c'est-à-dire la bande latérale unique, avec différentes déclinaisons, avec ou sans porteuse, avec des porteuses réduites, etc. Ces modulations sont, comme on va le voir, linéaires. Ensuite, on a des modulations dites angulaires.
Alors dans les modulations angulaires, il y a deux modulations essentiellement, ce que vous voyez là, c'est-à-dire les modulations de fréquence et les modulations dites de phase. Comme on le verra plus tard, il y a un lien mathématique entre la modulation de fréquence et la modulation de phase. Alors les modulations de type AM, c'est-à-dire les modulations d'amplitude, SSB, etc., sont ce que l'on appelle des modulations linéaires. Pourquoi? Parce que si vous regardez non pas ces modulations avec un oscilloscope, mais avec un analyseur de spectre, vous vous rendrez compte que le spectre est lié au message. Dans les modulations dites angulaires, puisqu'on vient modifier la fréquence ou l'argument d'une fonction sinusoïdale, on a des modulations dites non linéaires, c'est-à-dire qu'elles ont un spectre étalé, voire un spectre infini, mathématiquement infini. Et enfin, il y a quelques modulations numériques sur lesquelles il est intéressant de s'arrêter. Il y a l'OEK, c'est une des plus vieilles modulations. Alors, évidemment, à l'aune du XXIe siècle, tel que l'on classe les modulations numériques, il est surprenant d'utiliser l'OEK puisqu'elle a été créée en 1900. En réalité, c'est simplement le fait de passer l'émetteur en émission quand on a besoin d'envoyer une information et de l'éteindre quand on n'a rien à transmettre. C'est typiquement la modulation du code Morse. Alors il faut savoir que l'OEK est toujours en usage sur des télécommandes, par exemple très simples, de portail, etc. C'est toujours en usage. Il y a la FSK, qui est la Fast Shift Keying, qui a été beaucoup utilisée, notamment pour le bas débit, particulièrement en radio. Et enfin, alors j'ai pas fait une liste de toutes les modulations qui peuvent exister, on a l'OFDM qui ça est la modulation de la 4G, de la 5G, et généralement aujourd'hui d'un certain nombre de réseaux numériques sans fil. Un jour, je ferai une vidéo pour parler de cette modulation, même si ça sort du contexte strict d'une chaîne qui traite de l'analogique en général et des tubes en particulier. Alors, juste pour info, une modulation est linéaire, comme vous le voyez ici, si le signal modulé est une combinaison linéaire du signal modulant. Ça va vous dit pas grand-chose pour l'instant, mais on va y venir petit à petit, rassurez-vous. Pourquoi j'insiste sur la linéarité et la non-linéarité et leur aspect spectral dans les modulations? C'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, un récepteur est affecté par le spectre qu'il reçoit, et de ce point de vue, l'oscilloscope n'est pas l'outil idéal pour faire des réglages à l'intérieur d'un récepteur. J'y reviendrai un jour quand je parlerai de mon métier dans la PMR, puisqu'on a travaillé, nous, pendant des années sans analyseur de spectre et avec des moyens de mesure. Par exemple, pour faire des mesures de substitution, utiliser des générateurs pour faire du battement zéro, etc., etc. Mais en réalité, c'est plus le spectre qui est intéressant à comprendre ou à regarder que son comportement temporel que vous voyez avec un oscilloscope. Concernant la démodulation FM, alors il faut savoir qu'en démodulation FM, il y a deux façons de procéder. On peut, comme vous le voyez ici, procéder par discrimination de fréquence, ce qui est quelque chose que vous ne rencontrerez pas, sauf sur des équipements très anciens. Ou on peut obtenir de la discrimination de phase. Alors il faut savoir que cette façon de démoduler la modulation de fréquence n'a rien à voir avec le fait que l'on démodule de la modulation de fréquence ou de la modulation de phase. C'est simplement les procédés mis en œuvre ne sont pas les mêmes concernant la discrimination qui ne se base pas exactement sur les mêmes principes. Alors la discrimination de fréquence, elle commence par ce que l'on appelle des démodulateurs à simple pente. Alors c'est le démodulateur élémentaire. C'est d'ailleurs comme cela qu'on démodula historiquement la FM au départ. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est quelque chose de très simple. On le prendra dans le cadre des mesures, parce que ce circuit, sous son apparente simplicité, en réalité, cache un processus mathématique sur ce simple circuit. Mais j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. On a ce que l'on appelle des démodulateurs à double pente, que je vous dessine ici. Là, il y a un transformateur avec des circuits accordés. C'est une amélioration du discriminateur précédent, si l'on peut dire. Mais c'est des choses extrêmement difficiles à régler, j'y reviendrai. Ça, c'était au début de la radio. Il est possible que vous trouviez des récepteurs FM, des premiers récepteurs FM qui travaillent encore avec ce genre de système de démodulation.
Et enfin, on a le circuit historique, qui fera l'objet d'une vidéo à lui tout seul, qui s'appelle le Foster-Cili, qui date de 1939, comme vous le voyez sur le slide qui est ici, et qui est une amélioration, en fait, de ces décodeurs précédents, que sont en particulier le double pente. Enfin, il y a le détecteur de rapport, c'est le plus connu, c'est celui que vous trouverez par exemple dans tous les équipements à l'état solide, qu'on retrouve même dans des récepteurs professionnels. Et dans les années 80, ce que j'ai vécu moi, on a commencé à voir arriver de la discrimination par boucle à verrouillage de phase, par PLL en anglais, comme vous le voyez ici. Tous ces discriminateurs, en particulier le Foster-Cili et le détecteur de rapport, sont des améliorations des deux précédents démodulateurs. C'est bien pour ça qu'on va les étudier, pour en comprendre la progression et les avantages et inconvénients qui ont conduit nos prédécesseurs à penser le Foster-Cili et le détecteur de rapport. Avant de parler de la modulation de fréquence, je vous propose que l'on s'arrête un instant sur la modulation d'amplitude. Alors pourquoi parler de la modulation amplitude? Premièrement parce que c'est assez intuitif, c'est assez rare en électronique. D'autre part, c'est la première modulation qui a été utilisée en radiodiffusion, en télévision et en radio professionnelle. Et enfin, la modulation de fréquence s'est présentée comme une amélioration des limites de la modulation d'amplitude. Alors, on va repartir de la base. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une fonction sinusoïdale qui se projette sur le temps de manière temporelle. Et c'est donc un vecteur tournant dans le sens antihoraire, ici, dont la vitesse est constante. La vitesse est constante, ce qui fait que la fréquence ici est constante. Pour faire de la modulation amplitude, on va faire varier un certain nombre d'éléments. Ce que vous voyez apparaître ici à l'écran, on va faire varier bien sûr l'amplitude dans laquelle, dans cette amplitude, on va venir y additionner un modulant. Alors ce modulant, évidemment, on va prendre un exemple sinusoïdal, mais il peut prendre n'importe quelle forme. Par exemple, ça peut être de l'audio, ça peut être un signal triangulaire, ça peut être un signal apériodique. Et qu'est-ce qui va se passer si l'on regarde ça d'un point de vue maintenant d'une animation que je vous ai faite sous Python? On va affecter, en fait, dans cette modulation, ce vecteur ici A tournant, on va le faire varier ici en amplitude, en venant ici ajouter un modulant à l'extrémité du vecteur A. Ça va donner ça. Ici, ce que vous voyez dans cette animation, vous voyez le vecteur bleu qui tourne à vitesse constante, ce qui nous donne une fréquence constante dans le domaine temporel. Et à l'extrémité de ce vecteur tournant ici, on voit tourner un deuxième vecteur qui n'est autre que le modulant qui apparaît ici en rouge. Voilà. Et donc on voit bien que qu'est-ce qu'on a fait varier dans la modulation d'amplitude? On a fait varier l'enveloppe. D'accord? Ici. Alors on comprend aisément que si on fait varier la fréquence du modulant ou si on fait varier l'amplitude du modulant, ça va avoir une conséquence immédiate en fait sur l'enveloppe du signal. On va faire ça directement sur Excel puisque j'ai fait une feuille de calcul il y a de nombreuses années sur Excel. Ici, ce que vous voyez, c'est la porteuse avec un signal modulant sinusoïdal. Alors on voit bien que si je fais varier ici l'amplitude du modulant, je vais passer par exemple maintenant à 70%, on voit bien que l'on creuse le signal, tout simplement. On creuse le signal comme on le voit ici. Si je fais varier la fréquence du modulant, par exemple ici je vais passer maintenant à 4 kg par exemple, ben on voit bien que j'ai fait varier ici l'enveloppe, ce que vous voyez ici, je fais varier l'enveloppe du modulant. Jusque là tout va bien. C'est assez clair quand on observe ça à l'oscilloscope. On va s'intéresser à ce que cela donne d'un point de vue spectral. Alors pour comprendre le contenu spectral, parce qu'un récepteur c'est sensible au contenu spectral, on va partir des deux éléments qui étaient dans ma simulation, aussi bien sous Excel que celle que je vous ai proposée sous Python. Alors ici, ce que l'on a, c'est la porteuse. D'accord? Ici, on a la porteuse. Et là, on a le modulant. On va ajouter ici, pour avoir une modulation, l'amplitude de la porteuse, plus cette fonction ici, qui est le modulant. On va venir le rentrer là-dedans. Alors on va l'écrire de manière globale, c'est exactement la ligne 2, la ligne 2 est exactement la même chose que la ligne 1, j'ai simplement introduit la fonction, et on va développer ça, c'est-à-dire qu'on va développer ce qui est ici entre parenthèses. Cette partie-là, on va la développer, et c'est ce que l'on va faire ici.
Alors vous voyez, ici, qu'est-ce que l'on a? On a un premier terme, ici, si on regarde bien, qui est la porteuse. Ça, c'est la porteuse que l'on retrouve ici. Et là, qu'est-ce que l'on retrouve ici? On retrouve l'amplitude du modulant, multiplié par la porteuse, multiplié par le modulant. Donc on a un produit de deux fonctions sinusoïdales. Il est possible maintenant de remplacer cette partie-là, ce produit de deux sinus, par une simple identité trigonométrique qui, je crois, est enseignée en seconde ou en première. Enfin, je ne me rappelle plus exactement. Et qui dit qu'un produit de deux sinus est égal à 1 demi de cos A moins B, moins 1 demi de cos A plus B. C'est des formules qu'on apprend pour les produits et les sommes de fonctions sinusoïdales. Alors on va remplacer ça dans l'équation du dessus. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'ici, on y retrouve bien la porteuse, que vous voyez ici, qui est encadrée en rouge. Et de chaque côté, on y retrouve deux bandes latérales. Alors, si on regarde bien ce qu'il y a là, ça, c'est la porteuse, la pulsation de la porteuse, moins la pulsation du modulant, et la pulsation de la porteuse plus la pulsation du modulant. Donc, on va regarder ça d'un point de vue spectral. Il n'est pas nécessaire de passer par une transformée de Fourier, en particulier quand on est sur des fonctions sinusoïdales, pour en déterminer le spectre. Donc on reprend cette équation et qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve bien en jaune la porteuse, en vert la bande latérale inférieure et en bleu la bande latérale supérieure. Et d'un point de vue graphique, c'est ce que m'a donné LT-Spice, on y retrouve ici la porteuse et on y retrouve les deux bandes latérales. Alors ces deux bandes latérales sont séparées de part et d'autre de la porteuse de la valeur du modulant choisi, en l'occurrence 4 kg. Donc vous voyez bien que dans un tel cas, le spectre que vous avez ici, ce spectre qui est là en fait, c'est bien la transposition du spectre audio, du spectre du modulant en haute fréquence, autour de la porteuse. Alors il est très facile de démoduler la modulation d'amplitude. Il y a une façon élémentaire de le faire, et on va regarder comment. C'est tout simplement en mettant une diode, une résistance. Alors on va rentrer la porteuse modulée. Qu'est-ce qui va ressortir de la diode? Évidemment, on va la redresser. On va faire un redressement mono-alternance. Et ce que l'on va sortir, moyennant une constante de temps choisie correctement, le modulant. Ça s'appelle un détecteur d'enveloppe. Et c'est comme ça que l'on détecte l'AM dans les récepteurs classiques, on va dire, à tube. Ça n'est pas la façon la plus linéaire d'extraire le modulant, mais pour autant, c'est celui qui marche. On constate qu'elle est linéaire parce qu'on retrouve dans le spectre le contenu spectral du modulant, ce que l'on ne retrouvera pas dans la modulation de fréquence. Maintenant que nous avons examiné la modulation amplitude dans le domaine temporel et spectral, il est bon de s'intéresser un instant sur les limitations de cette modulation. Alors ce que vous voyez ici, c'est une modulation amplitude parfaite, dans laquelle vous voyez bien que la porteuse se creuse, sur lequel on est venu superposer sur la porteuse le modulant. Donc là, tout va bien. Ce qui veut dire que le récepteur, dans ces conditions, va recevoir le signal sinusoïdal sans distorsion, nonobstant les distorsions apportées par sa détection ou par les étages intrinsèques de l'équipement. La modulation en amplitude, elle est sensible à un certain nombre de choses qui vont venir se superposer en fait sur le modulant et que vous ne pourrez pas extraire parce que précisément le détecteur d'enveloppe ne pourra pas les supprimer. Alors ça, c'est ce que l'on observerait sur un oscilloscope. Alors ces brouilleurs, j'ai pas considéré une liste exhaustive de tous les brouilleurs possibles, mais je vais vous en citer quelques-uns. Il y a d'abord les brouilleurs que j'appelle radioélectriques. Alors ça, c'est des brouilleurs qui sont liés à l'activité radioélectrique elle-même. Le premier, c'est le cocanal nocturne. Alors ça, c'est très vrai en modulation amplitude, pas tant parce que c'est de la modulation amplitude, parce que les fréquences utilisées, qu'elles soient en ondes courtes ou en petites ondes, peuvent faire qu'un émetteur très lointain puisse être reçu. Exactement sur la même fréquence, on a du cocanal, et dans ces cas-là, on ne sait plus discriminer correctement la station reçue. Ça, c'est plus un problème de propagation. La deuxième, c'est les phénomènes de fading. Alors, pour résumer le fading, il y a plusieurs types de fading qui existent, mais le principe du fading, c'est que le récepteur va recevoir plusieurs fois la même émission
en retard de phase, et ce qui va provoquer des perturbations à la réception. Et ça, particulièrement en AM, surtout dans les bandes utilisées en modulation amplitude, j'entends de radiodiffusion, on peut arriver à ne pas discriminer, c'est toujours pareil, puisqu'on va superposer ça sur la porteuse, mais on ne sait pas le filtrer à la réception. Et enfin, on a la surmodulation adjacente. Alors la surmodulation adjacente, elle est liée au fait, si on a un émetteur qui est à proximité, s'il surmodule, quand la modulation amplitude entre en surmodulation, elle cesse d'être une modulation linéaire, elle a plus d'occupation spectrale et elle peut venir gêner la réception et donc, encore une fois, ne pas être filtrée. Après, on a des brouilleurs large bande, des brouillages de type large bande. Alors dans les brouillages de type large bande, il y a des brouillages naturels et des brouillages industriels. Alors les brouillages naturels, c'est des brouillages atmosphériques, typiquement les éclairs, avec une énergie considérable, vont émettre un spectre extrêmement large et rentrer à l'intérieur des récepteurs en modulation amplitude. On ne pourra pas le filtrer, ils vont apparaître, comme on va le voir tout de suite dans l'animation suivante, directement sur le modulant, sur l'enveloppe en fait, pour être tout à fait précis. Et enfin, on a les brouillages industriels. Alors de nos jours, les brouillages industriels sont énormes, parce qu'avec toutes les alimentations à découpage que l'on a, tous les équipements électroniques que l'on a autour de nous, on a vraiment du brouillage industriel qui rend difficile, dans certaines conditions, la réception des stations lointaines en AM. Alors, c'est surtout vrai en AM, parce que d'abord, c'est lié à la bande de fréquence, et d'autre part, comme une fois encore, ça vient se superposer sur l'enveloppe. Autrefois, on avait les moteurs, on avait par exemple les allumages de voitures, on avait les bougies, les antiparasites qu'on mettait sur les mobylettes, etc., qui perturbaient la réception autour des véhicules, et justement des récepteurs qui se trouvaient à proximité. Alors justement, je vais vous parler je vous ai donné un exemple avec un brouilleur large bande. Ici, ce que vous voyez, c'est toujours mon signal parfait, impeccable, qui provient donc d'un émetteur que vous voyez ici, avec une bande latérale inférieure et une bande latérale supérieure. Bon, jusque-là, tout va bien. Ce récepteur, il est équipé d'un filtre. Alors, je vais dessiner un filtre de manière symbolique, mais le but de ce filtre, évidemment, c'est de pouvoir séparer la réception des canaux adjacents. Parce qu'on ne met pas les canaux les uns à côté des autres, on a des bandes de garde, etc. Donc jusque-là, tout va bien. Supposons que j'ai un brouillage large bande que je vais vous représenter ici. Ça pourrait être le brouillage d'une impulsion, ça pourrait être le brouillage d'un moteur, etc. Ça va émettre un très grand nombre de raies spectrales. Alors le problème, vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a superposition du spectre du brouillage à l'intérieur du spectre de la réception. Ce qui veut dire que l'outil qui peut vous permettre de comprendre ça ou de mettre en évidence ce sujet-là, c'est plutôt un analyseur de spectre qu'un oscilloscope. Parce qu'avec un oscilloscope, ce que vous allez voir, c'est finalement les conséquences de ce brouillage, mais vous n'en avez pas trouvé la source. Et comme je le dis toujours, l'oscilloscope n'est pas l'outil, on n'a pas besoin d'un oscilloscope très élaboré pour faire de la radio. Par contre, il faut des générateurs, des choses comme ça, pour pouvoir mettre en évidence les phénomènes. Alors c'est vrai que les pionniers de la radio n'avaient pas ces équipements, mais ils avaient une connaissance approfondie des phénomènes physiques. Alors regardons ce que cela va donner d'un point de vue maintenant pratique sur l'enveloppe. Si je rentre ce signal-là, ben vous voyez que je fais apparaître ici des pics. Vous les voyez ici. Et ben ça, vous n'allez pas pouvoir les supprimer à la réception. C'est-à-dire vous allez les entendre. Alors tout ça pour dire qu'il est rapidement venu à l'idée des pionniers de la radioélectricité de se dire, pour éviter ces problèmes-là, ne serait-il pas plus intelligent ou plus pratique d'envisager une modulation, ce que vous voyez arriver derrière moi et qui fera l'objet de la prochaine vidéo, dans laquelle l'enveloppe de la modulation est constante et dans laquelle le modulant fait varier la fréquence.
Et ce que vous voyez ici d'ailleurs, c'est une vision, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un calcul que j'ai fait comme sur GeoGebra. Donc c'est véritablement, le modulant correspond à la variation de la FM que vous voyez derrière moi. Alors j'ajoute que la FM a été pensée très tôt, dès 1920, d'un point de vue des calculs. Armstrong n'a pas découvert la modulation de fréquence comme je l'ai entendu souvent, mais il en a simplement mis en œuvre la démodulation. La modulation de fréquence, c'est antérieur à Armstrong, il s'est surtout posé mathématiquement bien avant. Voilà, on a fini sur cette première partie concernant les rappels sur la modulation d'amplitude, ses limitations et finalement l'émergence future de la modulation de fréquence. Et je vous retrouve la prochaine fois pour parler de la modulation de fréquence. Et après, nous parlerons de la façon de la démoduler. À bientôt sur les ondes.